Quand Jacques reçut son courrier de licenciement, il tapa violemment du poing sur la table. L'activité de son entreprise avait sensiblement baissé au cours des 6 derniers mois de manière incompréhensible. Son chef l'avait convoqué il y a quelques semaines déjà afin de le préparer à cette fatalité. Il pouvait ainsi commencer à chercher un autre boulot. Les commandes n'arrivaient plus. Les interventions se raréfiaient et s'étaient déplacées bien au-delà de la frontière belge. Pour une raison inexpliquée, les rats avaient déserté la métropole lilloise et ses alentours. Ces rongeurs voraces qui s'invitaient dans les caves des estaminets du Vieux-Lille, dans les courées des quartiers délabrés où s'entassaient des tas d'immondices régulièrement calcinés, ou encore dans les égouts afin de se reproduire à l'abri du vacarme et du mouvement incessant de la ville, hibernaient apparemment dans des lieux plus retirés. Cette vie dorénavant invisible des nuisibles fut accueillie par beaucoup d'habitants comme une véritable aubaine. La mairie, entre autres, fut particulièrement soulagée. En effet, l'apparition de phénomènes d'agressivité chez les rats avait entraîné la multiplication de plaintes auprès de son service d'hygiène et de salubrité publique. Seules les sociétés de dératisation pâtissaient réellement de l'étrange disparition des rats, car elle entraînait une chute importante de leur chiffre d'affaires. Elles n'eurent d'autre choix que de licencier massivement. Le moral de Jacques était au plus bas. Son métier de tueur à rats pouvait paraître peu ragoûtant, mais il était nécessaire. De voir ses propriétaires d'établissement l'accueillir comme un sauveur lui produisait à chaque fois la même sensation de fierté. Il débarrassait la ville de ses envahisseurs. La règle était simple. Il avait pour mission d'exterminer la vermine, tout au moins celle qui s'aventurait à ses risques et périls au sein des espaces dédiés à l'intimité humaine. Jacques faisait ce travail depuis presque 20 ans. Il a vu croître au sein des villes ces occupants indésirables qui pullulaient et surtout se reproduisaient de manière exponentielle. Il savait à quel point cette espèce était intelligente et capable de s'organiser afin d'occuper un territoire. Les rats n'avaient pas vocation à se confronter aux hommes. Quand ils sortaient de leur anonymat, c'était par nécessité. Seul l'instinct de survie les poussait à violer le pacte tacite signé avec les humains. À eux le monde caché et souterrain, aux hommes celui de la lumière et de l'air libre. Les incidents d'agressivité des derniers mois interloquèrent les spécialistes. Un groupe d'experts diagnostiqua une recrudescence de mâles dominants au sein des colonies de rats de plus en plus exposées aux conséquences du tri des déchets dans nos villes. Des guerres de gangs avec à leur tête des rats meneurs se multipliaient dans les quartiers les plus touchés par la diminution de leurs sources d'approvisionnement. Des groupes de rats affamés luttaient ainsi pour reconquérir de nouveaux territoires. Dans cette quête de nourriture, des rats de taille impressionnante s'attaquaient parfois aux hommes, dont les témoignages commençaient à inquiéter fortement les autorités compétentes. C'est donc dans ce contexte explosif pour la sécurité des habitants que les rats disparurent progressivement du paysage lillois. Quelques voix s'élevèrent pour alerter sur le caractère anormal de ces événements. Mais les incidents des derniers mois poussèrent les autorités à y voir plutôt un soulagement et l'occasion de clore définitivement un dossier brûlant qui était sur le point d'être divulgué. Il annonçait la mise en place d'une communication ainsi que la distribution d'un kit d'autodéfense afin de prévenir l'attaque éventuelle de rats particulièrement agressifs dans la quête de nouvelles sources d'alimentation. Jacques faisait bien entendu partie, de par ses fonctions, de ces initiés, parfaitement au courant de la situation, qui, à n'en point douter, n'auraient pas manqué d'affoler les populations. Il avait reçu une formation sur l'utilisation d'une flèche paralysante au moyen d'une sarbacane aux couleurs du blason de la ville de Lille. De même, il apprit le maniement d'une seringue miniature qu'il devait s'enfoncer dans la jambe en cas de morsure. Bref, il était paré à affronter cette catastrophe, volant en tant que bon samaritain au secours des populations. Au lieu de cela, il se retrouva au chômage. Cela renforçait son amertume. Qu'allait-il devenir? Il n'y avait plus de boulot par chez lui. Un autre type de calamité avait sinistré la communauté de communes au sein de laquelle habitait Jacques. La fermeture de la gigantesque usine d'amidon de l'Étrême, qui occupait pas moins de 4000 employés et ouvriers sur le territoire, déclencha un véritable tsunami social, emportant avec elle des pans entiers de la vie économique locale. Cette multinationale, leader mondial dans son domaine d'activité, alimentait la planète entière de son savoir-faire dans la fabrication des dérivés d'amidon. Un projet de délocalisation avait mis fin à presque 100 années d'exploitation d'un système vertueux sur les terres de Flandre lisse,
où la production céréalière locale, transformée par la magie du service études et développement de l'usine, trouvait une nouvelle vie dans des secteurs d'activité aussi variés que les boissons, les confiseries, les médicaments, la cosmétique ou encore le plastique biodégradable. Une activité prospère qui finit cependant par ne plus rassasier ses propriétaires et actionnaires. À la catastrophe économique vint s'ajouter le scandale écologique et humanitaire. En effet, un conflit juridique entre les différents membres du conseil d'administration bloqua les actions de dépollution du site, ce qui eut pour conséquence la mise en place d'un périmètre de sécurité autour de l'usine, la protégeant de toute intrusion. Les lieux étaient inviolables. L'impensable se produisit. On ne put empêcher le stockage de l'équivalent d'une année de production de céréales d'un pays comme la Belgique, voué à l'abandon dans les immenses et innombrables hangars et silos de l'usine en attente de désinfection. Les autorités locales et régionales crièrent au scandale, mais rien ne pouvait y faire. Les risques sanitaires et le principe de précaution prédominaient à toute autre considération. Un journaliste local obtint les confessions d'un dirigeant démissionnaire. De toute façon, le coût économique de déplacement de cette matière première était prohibitif. Jacques se promenait le long de la Lys qui suivait son cours au rythme lent des péniches, glissant à la queue leu-leu sur ses flots vaseux. Au détour du sentier où les orties s'érigeaient, son regard scruta les squelettes métalliques pointant de grands bras élévateurs vers les tours éteintes et autres bâtiments à l'abandon de l'usine d'amidon à tout jamais endormie. Plus aucune embarcation ne s'arrêtait pour livrer la bête gloutonne qui avalait par quintaux les céréales des agriculteurs du pays. Jacques entendit soudain un cri qui lui parut familier. Ce son strident, il le reconnut comme un chasseur retrouvant son instinct. Seul un rat gigantesque, un mâle dominant, était capable de produire ce son persiflant et rageur. Il se sentit observé et fut tétanisé par le gonflement persistant du souffle de la bête qu'il ne voyait toujours pas, mais dont il commençait à sentir l'haleine. Le rugissement de l'animal qui bondit du talus pour attraper sa gorge lui laissa juste le temps d'esquiver miraculeusement l'assaut. Il chuta lourdement. Avec une agilité du désespoir, il se releva aussitôt, puis se retourna pour lui faire face. Le rat, les poils hérissés, arc-bouté au sol sur ses quatre pattes, s'apprêtait à bondir. Jacques était sur le point de s'affaisser de frayeur tant la bête était énorme. De mémoire de dératiseur, il n'avait jamais rencontré un tel spécimen. Ses longs poils marrons étaient aussi drus que de la maille de fer. Ses dents acérées occupaient l'essentiel de sa gueule. Le rat mesurait plus de 50 centimètres. Quant à sa queue, Jacques n'en voyait pas le bout. Son épaisseur le fit tressaillir. Des gouttelettes de sueur froide jaillissaient de son front creusé par des sillons de frayeur. Il avait envie de hurler, mais se retint. Tout geste brusque ou bruit non advenu pourrait lui être fatal dans cette situation où le rapport de force dominait. Tout être non expérimenté aurait déjà pris ses jambes à son cou. Jacques savait que le moindre mouvement de sa part le tuerait. La vitesse avec laquelle l'animal se déplaçait et la puissance de son croc ne lui laisseraient aucune chance. Un duel psychologique qui sembla durer une éternité s'instaura. Jacques, qui se sentait malheureusement fléchir sous l'effet du stress, était sur le point de s'évanouir quand un bruit d'arme à feu mit fin à son calvaire. Albert était un chasseur du coin qui passait par hasard. Cela faisait plusieurs jours qu'il longeait les berges de la Lys à la recherche de sa chienne Lassie qu'il avait perdue. Jacques connaissait très bien Albert, avec qui il partageait la passion de la bière, ainsi que celle des séances interminables de poker au PMU qu'il fréquentait le dimanche après-midi. Il ne put s'empêcher de le prendre dans ses bras et de l'embrasser. Notre taiseux et bourru Albert ne s'attendait pas à une telle marque de reconnaissance. Le récit de son ami lui parut quelque peu exagéré. Toute cette petite histoire se terminerait autour de la dégustation d'une triple locale, afin que Jacques puisse se remettre de ses émotions. Ce dernier n'arrivait plus à dormir. Il se réveillait la nuit en sueur, avec l'image d'un rat géant qui se jetait sur lui au détour d'une rue. Obsédé par sa rencontre, il contacta d'anciens collègues pour les interroger sur l'existence d'une espèce de rat musqué particulièrement violent, ayant l'agilité et la voracité des rats des villes, la force et la taille des rats de campagne. Faisant l'objet de railleries, il ne s'attarda pas sur son histoire. Cependant, sa stupeur fut totale. Il apprit que son ancienne entreprise n'avait enregistré aucune intervention dans la métropole lilloise depuis plusieurs semaines. Aussi surprenant que cela pouvait paraître, les rats avaient totalement disparu de la circulation.
l'évolution de l'activité se confirmait. La situation semblait néanmoins revenir à la normale à l'est de l'île, au niveau de la zone transfrontalière avec la Belgique. Pour des raisons encore inconnues, les rats avaient migré vers d'autres zones. Une équipe d'experts scientifiques avait été dépêchée pour en comprendre les raisons. La mission devait rester confidentielle, car ne relevait pas d'une situation de risque ou d'urgence. Bien au contraire, fanfaronner naïvement les autorités compétentes. Maîtrisant sa peur, Jacques décida de retourner près de l'usine, à l'endroit même où il était tombé nez à nez avec le rat. Il s'équipa par précaution du matériel de prévention qu'il avait obtenu au moment de l'affaire des nuisibles dominants. Sa fléchette lui apparaissait désuète au regard de l'épaisseur de peau de la bête qu'il avait croisée. Il s'enfonça dans la mesure du possible dans les herbes hautes qui borduraient le périmètre juste avant les clôtures, montées à la va-vite pour empêcher toute intrusion. Il approchait le grillage quand il buta contre un obstacle qui le fit trébucher. Il se releva en jurant, puis blêmit à la vue du triste spectacle qui s'offrit à lui. Il avait heurté son pied sur la pauvre Lassie, dont le tronc et la tête avaient été dévorés. Des asticots grouillaient sur les restes de peau jonchant le sol. Au vu de l'état de décomposition avancé du cadavre, la pauvre chienne avait dû se faire agresser il y avait plus d'une semaine. Le brave Albert n'était pas prêt de retrouver son fidèle compagnon. Un trou béant avait remplacé la gorge de l'animal. Jacques pensa immédiatement au rat monstrueux qu'il avait croisé. Un rat tueur vagabondait dans les parages. Jacques devait alerter les autorités locales. Ici comme ailleurs, la tranquillité des gens devait être préservée. Il s'adresserait directement au maire qui diligenterait une enquête confidentielle sans éveiller de crainte au niveau des populations. Une battue fut organisée quelques jours plus tard. Albert était bien sûr de la partie. Il avait graissé son fusil de sorte à faire exploser la cervelle de la bête immonde qui avait dévoré sa chienne. Lassie était pourtant aguerri aux rencontres fortuites lors de leurs longues escapades à chasser le gibier. Il aimait à raconter ses exploits avec un renard encore probablement traumatisé par la tournure des événements. Ce dernier, particulièrement affamé, s'était jeté comme un enragé sur la chienne qui portait triomphalement le lapin qu'Albert venait d'abattre. Elle ne se laissa nullement impressionner. Les yeux d'Albert se mouillaient toujours quand il racontait à qui voulait l'entendre comment elle l'avait repoussé de ses pattes musclées après avoir esquivé ses attaques. Elle finit même par prendre le dessus et faire fuir le renard tout penaud de s'être fait balader par la force tranquille de la domesticité. Le regard ahuri et soumis de ce dernier contrastait avec l'attitude altière de Lassie qui ramenait fièrement le lapin à son maître. Elle toisait le canidé d'un regard provocateur. Jacques était le seul participant véritablement inquiet. Les deux cantonniers du village, accompagnant les acolytes dans leur périple, avaient beau plaisanter sur la nature iconoclaste de leur équipée, un mauvais pressentiment préoccupait toujours Jacques. Il est vrai que lui seul avait conscience de la dangerosité du monstre qu'il recherchait. En effet, le maire avait d'autant plus pris au sérieux le discours alarmant de Jacques que ces derniers jours, un grand nombre de ses concitoyens étaient venus le voir pour signaler la disparition insolite et brutale de leurs animaux de compagnie. Cela ne servait à rien d'inquiéter la population, ni les comparses de Jacques, mais la bête rôdait maintenant aux abords des habitations. Henri entra furieux dans le bureau de son chef de service. Il comprit que les recherches menées dans toute la partie est de l'île étaient vouées à l'échec. Il souhaitait maintenant concentrer les moyens dans l'exploration des égouts et canalisations à partir de la célèbre citadelle jusqu'à la sortie nord de la capitale des Flandres, au niveau du port fluvial, là où la majorité des eaux pluviales et autres boues sortaient des entrailles de la ville. Il avait parcouru le dossier et fut abasourdi de constater un tel enchaînement de négligence quant à l'identification d'un nombre incalculable de témoignages décrivant une activité pour le moins inhabituelle dans la zone. Il faisait part de couinements incessants et assourdissants aux heures crépusculaires de la journée. Il racontait des visions cauchemardesques de tapis de rats recouvrant les quais sur toute la longueur de l'arrière-port jusqu'au parking des personnels, en passant par les nombreux pontons destinés à accueillir les bateaux et autres péniches. Le port de l'île était devenu, au cours des dernières années, une plateforme industrielle d'acheminement des déchets via le canal de la Dole vers les immenses centres de collecte, de tri et d'incinération construits à la périphérie des villes de la métropole. Le temps des règlements de comptes interservices viendrait. Pour le moment, Henri obtint gain de cause pour réorienter les recherches et rattraper le temps perdu. La nuit approchait. Notre équipe de braconniers en herbe
n'avaient toujours pas mis la main sur ce qu'ils surnommèrent, en prévision du mythe qu'ils étaient en train de se forger et qui ferait leur renommée, le prédateur. Seul Jacques avait toujours du mal à sourire et à plaisanter sur l'objet de leur mission. Albert s'apprêtait à convaincre le reste de l'équipe qu'il était temps de rentrer. Il repartirait à la recherche du surmulot le lendemain aux aurores, quand Max, le plus vieux des deux cantonniers, prit son pied dans un anneau d'acier. 17 heures approchaient quand Henri reçut les résultats de l'autopsie des rats d'égout, retrouvés dans des tonneaux métalliques, rouillés, déplacés dans les entrepôts désinfectés d'une zone inexploitée du port de l'île, mis au service des équipes sanitaires dans le cadre de leurs recherches. Ces tonneaux avaient à l'origine été découverts dans l'un des cachots humides perdus au milieu des sous-sols de la reine des citadelles, comme l'appelait lui-même Vauban au XVIIe siècle. Ces rats avaient fui et cherché probablement refuge avant d'avoir été exterminés par leur père. Pour une raison inexpliquée, des rats dominants avaient ainsi dévoré, selon un critère de sélection à déterminer, une frange non négligeable de leur population. La famine était fort probablement l'une des causes, mais la similitude de taille et de couleur des rats décimés laissait à penser que l'extermination était ciblée. Henri, spécialiste des rongeurs depuis de nombreuses années, paniqua à l'idée d'être en présence de ce qu'il imaginait être la première preuve de la manifestation d'une certaine forme d'intelligence dans leur organisation et donc de leur évolution. Sa crainte se transforma en frayeur quand l'un des membres de son équipe lui amena un spécimen troublant, un rat beaucoup plus gros que la normale, une sorte d'hybride entre le rat d'égout et le rat des champs. Jacques prit le bras du vieux Max pour l'aider à se relever. Il se souvenait parfaitement de l'origine de cet arceau perdu en plaine lissoise. Tous les anciens connaissaient l'existence de cette sortie de secours. Elle était utilisée par les ouvriers de maintenance de l'usine pour accéder aux canalisations souterraines destinées à vidanger les cuves d'eau usagées lors du traitement de l'amidon. D'un geste mécanique, Albert tira sur l'anse. Il n'eut pas le temps de réagir qu'un rat roux énorme sortit comme un projectile de cet orifice. Il se jeta à sa figure et planta ses crocs puissants au plus profond de sa chair. Jacques hurla d'horreur en voyant l'animal dévorer les yeux de son comparse qui s'effondra en quelques secondes. Un bruit assourdissant de couinements aigus remonta alors des entrailles de la terre. Le rat furibond s'acharnait toujours sur le pauvre Albert dont le visage déchiqueté n'avait plus de forme. Il s'apprêtait à bondir vers Max qui, tétanisé par la peur, était incapable de réagir. Dans un dernier moment de lucidité, Jacques donna un puissant coup de pied dans la dalle de béton soulevée par Albert. Celle-ci retomba lourdement sur son socle, au nez d'une horde de rats monstrueux du même acabit que le prédateur. Les cris étouffés des rats rageurs bloqués sous terre effrayèrent Jacques qui ne put s'empêcher de trembler et de pleurer comme un enfant, apeuré au milieu de ses pires cauchemars. Le bruit de la balle de fusil qui vint s'écraser dans la cervelle de la bête, dans un acte désespéré de Vincent, qui avait réussi à rassembler tout ce qui lui restait de force et de courage pour mettre en joue l'animal, sortit Jacques de sa crise de panique. Henri en était certain. Les éléments chimiques retrouvés sur les rats ne pouvaient provenir que d'une usine spécialisée dans le traitement de l'amidon. Les aliments extraits de l'estomac du spécimen hybride étaient tous imbibés du même produit dérivé d'un polymère de cette nature. La densité de la molécule retrouvée dans les tissus du rat avait provoqué une excroissance musculaire. Henri fut également convaincu que son introduction dans son système nerveux avait pu entraîner une forme nouvelle d'agressivité. Ainsi, les rats imprégnés par la substance devenaient dominants et prenaient le dessus sur les rats non infectés par la molécule. Restait à comprendre comment les rats avaient pu ingurgiter ces céréales contaminées. Henri était horrifié à l'idée qu'une telle substance ait pu être avalée en quantité astronomique par des rats qui se transformaient à son contact en de dangereux prédateurs. Leur taille pouvait doubler, voire tripler. Leurs dents prenaient la forme de crocs acérés particulièrement incisifs. Leur agressivité les rendait bien plus dangereux que tout ce que l'on pouvait imaginer. Dans son rapport, Henri précisa cependant que le risque était circonscrit du fait d'une faible probabilité de contagion de par le caractère exceptionnel d'incubation de la maladie. C'était dans cet état d'excitation mesurée qu'Henri alla se coucher paisiblement. La nuit l'enveloppa dans ses grands bras, il pouvait dormir tranquillement. Il mettrait au point, dès le lendemain matin, un plan d'action et de mesures efficaces afin d'endiguer ce microphénomène. Encore une fois, la discrétion devait primer. Il ne fallait surtout pas effrayer les populations. La nuit était tombée sur les berges de la Lys. Le doux clapotis de la rivière était trompeur.
Un drame sans précédent se tramait sur les lieux désormais maudits de ce canton situé en plein cœur des Flandres. Albert était mort, allongé sur le sol. Ce visage sans regard, avec un trou béant, figeait le reste de l'équipe dans une léthargie moribonde. Le sol tremblait sous l'effet d'une agitation souterraine pour une raison malheureusement si prévisible que ni Jacques, ni Max, ni Vincent n'avaient plus la force de bouger. L'enfer était sous leurs pieds. La terre allait cracher son lot de monstruosité dans sa forme la plus cruelle. Des hordes de rats rageurs et dominants allaient sortir des entrailles de l'usine pour envahir les villages et hameaux avoisinants. Des milliers de personnes seront dévorées par des prédateurs voraces, affamés, qui vont se nourrir de chair et s'abreuver de sang. Jacques comprit en quelques secondes la portée de l'horreur du cataclysme sordide qui se préparait. Il lui apparut évident que des centaines de milliers de rats, peut-être plus encore, avaient migré à partir de l'île et des campagnes environnantes pour venir se goinfrer dans un grenier équivalent à la production céréalière d'un pays comme la Belgique. Ils allaient mourir comme tous les autres. Leur sort était pire cependant, car eux savaient. La perspective d'être dévorés vivants par ces monstres était au-dessus de leurs forces. Ils possédaient des armes, la vision du corps déchiqueté d'Albert scella leur décision. Un bruit énorme surgit de l'usine comme une explosion de gaz. Des lumières phosphorescentes giclaient partout dans le ciel comme des étoiles filantes. Des sirènes hurlantes envahirent la nuit dans un kaléidoscope de gyrophares. Puis des cris stridents de bêtes qu'on égorgeait ou qu'on brûlait crépitèrent. Ces hurlements s'entendaient à plusieurs kilomètres à la ronde. Puis les coups de feu de mitraillettes percèrent la nuit de leurs sifflements, accompagnés le plus souvent de couinements plaintifs. Des individus en combinaison s'avançaient en rang vers l'usine avec leurs lance-flammes qui crachaient le feu dans des odeurs de chair brûlée insoutenables. Un combat sans merci s'engagea entre l'armée et ses ennemis invisibles à face de rats qui n'hésitaient pas à sauter le grillage pour voler au secours de leur père et tenter vainement de sauver leur terre promise, cette réserve de nourriture inépuisable qui les rendait si forts. La lutte dura toute la nuit. À la fin des combats, il ne resta plus rien. Seule une pluie de bombes vint à bout des prédateurs dont l'instinct de survie et de défense surpassait celui des hommes. Henri s'approcha de Jacques, qui demeurait toujours dans un état catatonique. Il le reconnut de par la description sur le rapport qu'il avait lu cette nuit, après s'être réveillé en nage, à l'issue d'un cauchemar au sein duquel un rat géant s'était rué sur lui au détour d'une rue. Ce témoignage anodin remonté par le maire de la Gorgue, qui souhaitait une enquête discrète sur l'existence d'un rat tueur dans sa circonscription, comment ne pas avoir fait le rapprochement immédiatement lors des résultats de l'autopsie? Et puis cet article de journal qui lui revint subitement à l'esprit, un dégât écologique et humanitaire sans précédent dans une usine spécialisée dans l'amidon. L'horreur lui explosa au visage quand il fit le rapprochement entre les rats dominants, la disparition des rats de l'île et la réserve de céréales infectées par la substance chimique. La chaîne de décision des autorités locales, régionales et préfectorales battit tous les records de vitesse pour déclencher les opérations de déminage d'une catastrophe pourtant annoncée après plusieurs mois de laxisme de leur part. Les journaux évoquèrent un dramatique accident industriel sur le site abandonné de l'usine de production d'amidon de Flandre-Lys. Les flammes avaient détruit définitivement ce qui restera dans tous les esprits comme le plus gros scandale écologique et humanitaire issu de l'activité humaine. Les autorités se félicitèrent de cette indignation générale. Il ne fallait surtout jamais effrayer les populations.